Bonjour à tous, bienvenue dans ce live journée 4.0 des carrières et des formations. J'ai la chance de parler aujourd'hui des métiers de l'art, du spectacle, de la culture et du sport avec 4 intervenants qui vont nous parler de leur métier, de leur passion, de leur quotidien, les avantages, les inconvénients. On est là pour vous guider dans le choix de vos études et peut-être même que vous trouverez le métier de vos rêves. On va faire connaissance avec nos invités, alors je vous invite à enlever vos masques, vous avez du gel à votre disposition. Très bonne nouvelle, vous allez pouvoir leur poser des questions. Oui, comment? C'est très simple, il faut tout simplement aller sur la page Facebook M2A si vous n'y êtes pas encore et nos modérateurs sont là, ils prennent vos questions dès maintenant et on posera toutes vos questions à nos intervenants en deuxième partie d'émission. Alors on va démarrer avec Élise. Bonjour, alors vous êtes là pour nous parler des métiers du sport et de l'animation et le plus important c'est de rappeler la différence entre un sportif de haut niveau et ces métiers de l'encadrement sportif. Bonjour, oui effectivement, je vais pouvoir vous parler aujourd'hui des métiers du sport, des métiers de l'animation et des formations qui permettent d'accéder à ces métiers. Voilà, sans être pour autant des sportifs de haut niveau. Bonjour Clémentine, alors vous travaillez à la Filature de Mulhouse, qui est une des plus grandes salles de spectacle en France. Elle fait partie des plus grandes, c'est la 7e. Vous êtes chargée de l'accueil et de l'animation auprès du jeune public. Alors, je pourrais vous demander comment devenir comédien. Vous auriez quelques pistes pour m'orienter, mais finalement, vous êtes surtout là pour expliquer toute cette mécanique de la culture, comment une compagnie peut être diffusée aujourd'hui en France. Exactement, bonjour à toutes et à tous. Oui, les métiers du théâtre et du spectacle vivant et de la culture en fait sont vraiment très multiples. Il faut se dire que l'on peut croiser des métiers comme aussi des comptables, etc. Des personnes voilà, qui s'occupent de la tournée des spectacles. Et donc voilà, les métiers sont multiples et je suis ravie de venir vous les présenter. On a hâte de découvrir votre quotidien. Emmanuel, bonjour. Alors, j'ai appris que vous êtes un artiste dessinateur, mais vous avez décidé de vivre de votre art il y a peu de temps, finalement. Oui, c'est bien ça. Ça fait quelques temps, en fait 2 ans exactement, que je me suis lancé directement dans ce métier-là et je m'épanouis entièrement, en fait, à faire des dessins, à travailler le paysage. Voilà, tout un parcours justement pour être artiste et vous allez nous en parler. Et Jérôme, bonjour. Alors vous venez nous parler des métiers passionnants de l'audiovisuel dans les domaines de l'événementiel, du spectacle, les intégrations comme les visioconférences, ça a le vent en poupe. On va découvrir ensemble la variété de ces métiers. Qu'est-ce qui vous fascine encore dans votre quotidien ? Moi, ce qui me fascine, c'est qu'à chaque fois qu'on fait, nous, un spectacle ou un événement, c'est à chaque fois un nouveau projet, une nouvelle rencontre humaine, un nouveau défi, et c'est extrêmement exaltant, et extrêmement vivant, et extrêmement diversifié. Cette communion avec le public, j'ai hâte de découvrir vos métiers. Vous avez envie de poser des questions à nos intervenants? Eh bien, je vous l'ai dit, c'est possible. Comment? Rendez-vous sur la page Facebook M2A. Élise, on va faire du sport, mais pas trop, puisqu'on est avec vous surtout là pour encadrer des activités sportives et des animations. Donc c'est important de l'avoir à l'esprit quand on vient vous voir. Vous orientez les jeunes vers ces métiers de l'encadrement sportif et de l'animation. On peut donner quelques exemples concrets de métiers ? Oui, effectivement, il y a des métiers très concrets qu'on croise très régulièrement sans se rendre compte effectivement qu'on parle de l'encadrement sportif, notamment avec les maîtres nageurs sauveteurs, les éducateurs sportifs dans les salles de remise en forme. Vous avez aussi bien souvent connaissance du professeur d'EPS qui fait aussi partie des métiers de l'encadrement sportif. Et dans le secteur de l'animation, vous avez les animateurs nature, les animateurs socioculturels, les animateurs sociaux, tout un tas de métiers dans le secteur du sport, dans le secteur de l'animation. Alors qui sont les jeunes qui viennent à vous finalement ? Alors les jeunes viennent me rencontrer, ils sont souvent orientés par le CIO, par l'émission locale, par Pôle emploi ou toute autre structure qui s'occupe de l'orientation et de l'information du public qui, quand l'envie d'aller vers le secteur du sport et de l'animation commence à être évoquée, on me contacte pour que je puisse donner les informations précises par rapport à ces filières.
régulière. Et comment vous orientez justement ces jeunes? Quels sont les mots-clés, les détails qu'ils peuvent vous donner pour les orienter? C'est très vaste quand même. Alors bien souvent, dans le secteur du sport, ce sont des jeunes qui sont sportifs, qui aiment la pratique sportive. Et l'objectif est bien de leur expliquer que dans le cadre des métiers d'éducateurs sportifs, ils encadrent la pratique sportive, ils font faire du sport aux autres. Et dans le secteur de l'animation, c'est bien souvent aussi cette envie de transmettre, d'encadrer par le biais d'activités ludiques, toujours sous un objectif de loisir, de bien-être, de plaisir. Alors pour l'encadrement sportif, vous diriez, qu'est-ce qu'il faut comme qualité principale? Alors il faut aimer le contact avec les gens, il faut aimer les faire progresser. Il faut être à l'aise dans le contact avec un public, l'encadrement d'un groupe principalement. Essentiellement. Alors il y a plusieurs formations, j'imagine. Vous disiez aussi, on en parlera des formations, c'est important aussi d'être actif soi-même déjà dans des associations parce que l'encadrement, on peut le toucher du bout des doigts d'autres façons finalement. Oui, bien souvent, les personnes qui s'orientent vers l'encadrement de la pratique sportive ou vers l'animation ont déjà été bénévoles dans des structures, dans des associations sportives ou culturelles et ont déjà bien souvent donné de leur temps pour pouvoir initier les publics à différents sports. Donc on peut avoir une première activité, une première expérience avec le bénévolat. Le BAFA, par exemple, c'est un bon exemple? Oui, le BAFA aussi est une bonne première marche pour aller dans le secteur de l'animation, avant d'aller vers de la formation qualifiante et professionnelle pour devenir animateur professionnel, éducateur sportif professionnel. Et on peut être arbitre bénévole, ça je ne savais pas. Oui, bien souvent les arbitres sont des bénévoles, majoritairement les arbitres sont des bénévoles et permettent d'encadrer les compétitions sportives. Alors on peut déjà énumérer quelques formations, même si je pense qu'au moment des questions-réponses on en reparlera. Les voies, on va dire royales, c'est quoi aujourd'hui pour l'encadrement sportif? Alors dans l'encadrement sportif, vous avez deux grandes filières de formation, la filière universitaire avec la faculté des sciences du sport, ce qu'on appelle STAPS, et vous avez aussi la filière du ministère en charge de la jeunesse et des sports avec des diplômes qu'on appelle des BPGEPS, des DEGEPS, qui permettent aussi de devenir éducateur sportif ou entraîneur. Voilà, il existe aussi l'alternance pour ces formations. On en parlera dans quelques instants. Vous avez envie de poser des questions à Élise sur ces métiers de l'encadrement du sport et de l'animation? Eh bien, c'est possible. Comment? Vous allez sur la page Facebook M2A, si vous n'y êtes pas encore. Allez-y, nos modérateurs sont là. Ils prennent vos questions dès maintenant et on y répond en deuxième partie d'émission. Alors Clémentine, on va parler spectacle vivant avec vous. C'est marrant, vous vous destiniez plutôt au métier de la conservation dans les musées. Qu'est-ce qui vous a plu et fasciné dans ce monde du spectacle ? Ce qui m'a beaucoup plu, c'était cette rencontre immédiate avec les artistes. Dans les musées, c'est un tout autre rapport que l'on a avec des œuvres accrochées, des installations. Mais dans le spectacle vivant, c'est vrai que voilà, il y a le mot vivant. Les artistes sont là, avec nous. On a cette chance dans les théâtres donc, de les côtoyer et de pouvoir imaginer pour eux des rencontres avec les publics, quels qu'ils soient. Et quand on parle de public, c'est vraiment quelque chose de très varié. Dans mon métier, on peut tout aussi travailler le matin avec une école primaire, l'après-midi passer avec un public associatif, le soir rencontrer des gens qui sont passionnés de théâtre et voilà, comme ça nos semaines sont remplies de rencontres diverses et variées, mais toujours pour être les passeurs entre des artistes et des œuvres et des publics qui ont cette envie d'en savoir plus. Il y a des grands débats en ce moment, mais vous diriez pourquoi notre société a besoin du spectacle vivant ? C'est une respiration, c'est une ouverture, c'est la liberté aussi, une vraie liberté de penser, de réfléchir. Ça nourrit beaucoup de débats. Le spectacle vivant, les artistes sur les scènes sont là pour parler de leur société, dénoncer des choses qui les révoltent, qui les rendent malheureux ou justement qui les rendent heureux. Donc c'est vrai que ce travail sur les scènes en ce moment est mis à mal, c'est compliqué, c'est douloureux pour toute une profession. C'est aussi nécessaire sûrement de la mettre en repos, en sommeil un petit peu, mais c'est vrai qu'on a hâte que tout ça réouvre pour réaccueillir les publics parce que c'est le cœur de notre métier. Sans spectateurs, sans public, il n'y a pas de spectacle.
Alors, vous avez l'habitude de venir sur les forums des métiers, de rencontrer les jeunes. Certains vous demandent comment être comédien, comment être danseur professionnel. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Alors, souvent, la voie royale, ça va être de passer par le conservatoire ou des écoles qui vont former vraiment de manière très aboutie les comédiens, les danseurs, les circassiens ou les musiciens. Donc, les conservatoires, les écoles de musique, les écoles de danse, quelle que soit leur taille, sont déjà un très, très bon point de départ. Les associations aussi, parfois dans les villages ou dans des plus grandes villes, avec des passionnés qui essayent eux aussi d'être passeurs de leurs envies. Tout ça, voilà, c'est un bon point de départ pour devenir des professionnels et des artistes. Comment fonctionne la mécanique de diffusion d'un spectacle? Comment une compagnie arrive à se faire connaître, arrive sur une scène comme La Filature? Alors c'est vrai que ça paraît complexe, mais le monde du spectacle vivant est truffé de métiers, mais divers et variés. Énormément de métiers se croisent dans un théâtre, on s'en rend peut-être pas toujours compte. Et alors les artistes, eux, vont avoir besoin de s'entourer d'une équipe qui va les protéger, mais aussi les accompagner et leur permettre de faire connaître leur spectacle. Et c'est un travail difficile, mais là, en fait, ce sont donc les chargés de diffusion et les chargés de production dans une compagnie de spectacle qui vont s'atteler à ce travail-là. Le milieu du spectacle vivant, c'est beaucoup un milieu de réseau. Il est très très important, si on est passionné par ça ou qu'on a envie de savoir ce que l'on peut faire dans ce genre de secteur, de faire des stages aussi, de faire de l'immersion dans des théâtres, essayer de rentrer dans des compagnies pour essayer de un petit peu mieux comprendre comment tout ça fonctionne. Et c'est vrai que ces chargés de diffusion et de production font un gros travail de réseau pour entrer en contact avec les directeurs de théâtre, les directrices, les programmateurs, les conseillers artistiques et leur donner envie de se déplacer pour découvrir le spectacle ou de regarder une captation ou un extrait de spectacle. Et là, des fois, quand la mayonnaise prend, et bien voilà, après, les choses se mettent en place très simplement. Et voilà. Mais c'est vrai qu'il y a quand même aussi, il faut le dire, il faut être clair, une différence entre les compagnies de théâtre reconnues, conventionnées nationalement, internationalement, et les plus petites compagnies qui peinent quand même beaucoup à faire leur place. On a plein de questions. Moi, j'en ai plein, en tout cas pour Clémentine, et je ne sais pas, ça doit être pareil pour vous. Vous pouvez les poser, c'est le moment ou jamais. On vous attend sur la page Facebook M2A. Posez-les dès maintenant et on y répond en deuxième partie d'émission. Emmanuel, en préparant ce live, j'ai appris qu'on ne naît pas artiste, on le devient et tant mieux grâce au travail. Alors expliquez-nous votre travail au quotidien aujourd'hui, quel est votre médium d'artiste avec un grand A? Le médium d'artiste, c'est très large parce que finalement il y a autant de singularité que d'artistes. En fait, chaque artiste trouve directement son propre médium. Moi, en ce qui me concerne, en fait, le médium qui me charme, qui me plaît, en fait, c'est l'encre de Chine, c'est le stylo, c'est le trait fin, c'est le détail. Et du coup, je cherche à développer des dessins autour de cette technique, autour de ce médium-là. Et justement, le quotidien, c'est très varié aussi en fait. Je peux me retrouver très seul dans un atelier à dessiner des heures entières, à faire un paysage, mais en fait à la base il y a aussi un travail de recherche. Le travail de recherche qui me plaît et qui me pousse en fait, c'est aller à la rencontre des paysages aussi, de certains paysages qui sont impactés, etc. Et pour ça, il faut souvent voyager, prendre son sac à dos et ensuite faire une collecte d'archives, de documentaires, etc., de photos, pour ensuite le travailler en atelier. Oui, vous avez un message qui est très très fort, on en parlera. Pareil, question très très large comme Clémentine, à quoi sert l'art pour vous ? À quoi sert l'art ? C'est très vaste aussi. Pour moi, en fait, le but de l'art, c'est de transmettre un message. C'est très important pour moi de transmettre un message. De pouvoir véhiculer des émotions aussi, de pouvoir donner à réfléchir. Pour moi, c'est un peu tout ça. Ça doit rassembler un petit peu tous ces idées, le message, l'émotion et transmettre quelque chose. La transmission, alors vous avez un parcours complètement atypique puisque vous avez été longtemps responsable associatif, éducateur spécialisé, même si vous avez fait des études d'art plastique, tout ce parcours vous a forgé en tant qu'artiste ?
Finalement, c'était un parcours nécessaire? Oui, 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 exactement. En fait, j'ai travaillé pendant une bonne quinzaine d'années en tant que responsable associatif. Je suivais beaucoup de jeunes qui développaient leurs projets. Et puis à un moment donné, bah, je me suis dit, ah tiens, je vais revenir un petit peu à ma passion première, à mon rêve. Et c'est dans ce sens-là que j'ai fait le premier pas en art, justement. Et du coup, justement, ben, cette manière de rentrer par un chemin de travers, en fait, ça me permet aussi de réinterpréter tout ce que j'ai pu vivre auparavant, les 10 dernières années, etc. Et puis j'ai une appétence aussi pour tout ce qui touche à l'écologie, etc. Et puis je voulais simplement le traduire d'une autre manière, en fait, le traduire par le paysage, par le dessin, par l'art aussi, par ce médium-là et ce vecteur-là. Par l'émotion, effectivement. Donc au travers de votre encre de Chine, vous dessinez des paysages qui sont meurtris par l'activité humaine, par l'industrie, et vous témoignez pour eux de ce qui reste de ces paysages. Donc il y a une vraie volonté écologique. Alors quand on décide d'être artiste, très concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On s'inscrit en tant qu'artiste, on prend un atelier, il y a un pas vers la professionnalisation? Oui, oui, il y a un pas vers la professionnalisation aussi, et c'est une manière aussi d'asseoir ou de légitimer aussi un Oui. petit peu son statut. Donc moi, en tout cas, en ce qui me concerne, en sautant le pas, en fait, je me suis directement inscrit à la Maison des artistes pour avoir directement bah, ce statut-là, en fait, pour le vivre aussi. Et la deuxième étape, c'était aussi de plus travailler directement bah, chez moi, en fait, de manière trop solitaire. La deuxième étape, c'était aussi d'intégrer un écosystème, d'intégrer un réseau. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai pu intégrer Motoko, bénéficier d'un atelier et surtout bénéficier de discussions, d'échanges avec d'autres artistes et de bénéficier de ce réseau et puis d'en faire partie, tout simplement. Et aujourd'hui, on peut dire que vous vivez de votre art alors que ça fait très peu de temps. Ça veut dire quoi? Vous travaillez beaucoup, mais vous arrivez à vous faire exposer? C'est ça le but premier pour un artiste? Oui, en fait, en tout cas pour moi, en fait, qui fait du dessin, le but premier, c'est de pouvoir exposer, de montrer, présenter son travail. Donc, c'est aussi une démarche aussi qui permet de se professionnaliser. Malheureusement, en fait, on est en période de Covid, etc. Donc, c'est un peu plus difficile pour être exposé, pour montrer son travail. Mais en tout cas, oui, la démarche, c'est aussi de proposer un travail, de le présenter, de le confronter aussi à des regards. Et ça, le regard, il faut en tenir compte, mais pas trop. On a plein de questions qui nous viennent pour Emmanuel. Peut-être que vous aussi, vous avez des questions pour Emmanuel, ainsi que pour tous les intervenants de ce plateau. Eh bien, c'est possible, vous pouvez les poser dès maintenant. On y répond dans quelques instants. Ça se passe sur la page Facebook M2A. Alors Jérôme, vous faites un métier de saltimbanque, hein, c'est des mots qui sont sortis de votre bouche. Il y a quelques années, on considérait que c'était un métier de saltimbanque. Aujourd'hui, il est devenu ultra technologique, il évolue sans cesse. Le monde de la scène vous a toujours fasciné et vous avez commencé avec 24 petits projecteurs dans la cave de votre grand-mère. Aujourd'hui, vous embauchez 40 permanents, 250 intermittents du spectacle. Vous pouvez nous lister justement quels sont ces métiers fascinants? Oui, alors bonjour à tous. Alors effectivement, les métiers sont vraiment très vastes. Il y a à la fois la sonorisation, il y a l'éclairage, l'équipement scénique, la vidéo, et tous les métiers supports à ces différents corps de métier, la logistique, la comptabilité, le planning. C'est vraiment très vaste. C'est toute une vraie architecture qui se met en place pour pouvoir en fait réaliser des spectacles ou des événements. Son, lumière, image. Et donc Oui. il y a deux profils, c'est ce que vous m'expliquiez. Il y a le profil plutôt technique et puis le profil artistique. Tout à fait. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on fait de la lumière, il va y avoir aussi bien le régisseur ou le pupitreur, le concepteur qui va penser la lumière, être vraiment dans l'art, dans l'émotion, essayer de traduire en fait le message de l'artiste à travers des lumières. Et après, il y a aussi toute une série de techniciens qui vont être plus affairés à s'occuper de la partie électrique, tirer les câbles, faire les accroches, mettre en place le réseau numérique de commande. Donc effectivement, il y a vraiment ces deux versants, à la fois le côté artistique et à la fois le côté technique. Et c'est du coup effectivement une occasion de s'épanouir vers quoi
on est fait et les sensibilités qu'on peut avoir. Oui, alors évidemment, il y a des formations adaptées, on en parlera. Oui. Alors, c'est un secteur qui est pour l'instant un peu compliqué, mais avant le Covid, c'était un secteur en croissance, donc il y a vraiment, vous recrutez en permanence. Oui. Tout à fait. Effectivement, c'est un secteur qui a une belle dynamique. Aujourd'hui, on a besoin de ce lien social, encore plus par les temps qui courent, où on a beaucoup de numérique, beaucoup de liens sociaux. Le vrai pendant, le vrai équilibre, ça reste l'événement, la rencontre, le spectacle. Et nous, on connaît vraiment une belle croissance dans notre secteur, avec des embauches régulières, aussi bien sur des postes permanents que des postes intermittents, aussi bien des postes techniques que des postes de support logistique. Il y a de quoi faire une très belle carrière. Il y a une belle carrière. Alors, des conditions de travail, il faut le dire, pas toujours simples pour certains métiers. Oui. On ne compte pas ses heures, les horaires sont décalés, puisque forcément, on peut travailler dans le monde de la nuit. Donc, une vie de famille compliquée, c'est une vraie passion au quotidien. Tout à fait. C'est souvent les jeunes qui viennent me voir et qui veulent commencer ce métier. Ils sont pleins de paillettes. Ils imaginent que c'est que ça va être très sympa, très fun, etc. Ce n'est pas que ça. C'est aussi un métier qui nécessite beaucoup d'exigences. Nous, on a un show qui démarre à une heure précise, un live, une émission qui démarre aussi à un moment précis. On ne peut pas se permettre d'avoir un retard ou d'avoir un couac. Donc beaucoup d'exigences, beaucoup de pression. Et puis souvent, effectivement, des horaires un peu décalés. Souvent c'est le week-end, c'est le soir. On est épanoui par son métier, mais il faut aussi avoir conscience que on n'est pas toujours là le soir pour ses enfants, on n'est pas toujours là le week-end pour sa vie de couple. Mais d'un autre côté, on est très riche aussi de cette expérience et de cette vie professionnelle. On peut citer quelques projets parce que, en fait, vous êtes un grand enfant, vous jouez en permanence, vous créez du rêve avec la lumière, avec le son, avec l'image, c'est ça Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que souvent, on a un peu nos jouets. C'est vrai que nos projecteurs, nos haut-parleurs, nos micros, nos consoles, c'est un peu nos jouets d'adultes. Et on s'amuse avec eux et on essaye d'amuser notre public. Et c'est de participer aussi à cette création artistique à travers ces jouets. Oui, on va énumérer quelques exemples tout à l'heure et puis toutes les formations et les qualités pour percer dans ce domaine. Vous avez envie de poser des questions à nos intervenants? Eh bien, c'est possible sur la page Facebook M2A, on prend vos questions et on y répond dès maintenant. Alors, pour qui sera la première question? Quelles sont les formations pour devenir directeur artistique? Alors, ça pourrait être plutôt pour Clémentine, je pense. Oui, peut-être. Alors, c'est compliqué parce qu'en fait, il n'y a pas de formation de filière. Il n'y a pas à l'université une filière spécifique pour ça. Mais il y a quand même quelques écoles en France, dont l'ENSAT à Lyon. C'est une école nationale supérieure qui permet de développer toutes les compétences nécessaires pour qu'une personne puisse devenir d'abord peut-être dans un premier temps conseiller artistique, c'est-à-dire avoir un regard aiguisé pour voir que cette compagnie est tout à fait intéressante sur tel domaine et donc son spectacle mérite tout à fait d'être présenté dans tel et tel théâtre. Mais souvent directeur de théâtre ou de directeur artistique, c'est quelque chose que l'on apprend un peu sur le tas, par l'expérience et en passant peut-être par d'autres métiers du spectacle avant d'arriver à ce poste-là. Mon ancienne directrice, par exemple, à la filature, était une ancienne contrebassiste de jazz qui était donc passionnée de musique et qui, petit à petit, par ses rencontres, a développé des compétences très, très, très précises dans ce domaine et elle a réussi petit à petit aussi à postuler à des directions de théâtre et elle a monté les échelons, on va dire comme ça. Et notre directeur actuel, Benoît André, était auparavant dans d'autres lieux et n'a pas toujours été directeur. Il est aussi passé comme attaché aux relations publiques, etc. Il faut voir beaucoup de spectacles et se faire les yeux. Oui, c'est ça. C'est vraiment un métier de passion et on passe énormément d'heures dans des salles à découvrir des compagnies parce que ce que nos directeurs aiment beaucoup, c'est dénicher la petite perle qui va enchanter les spectateurs d'un théâtre à l'autre et ça fait partie de leurs grandes envies. Ouais. L'ADN d'un théâtre et d'une salle de spectacle. Prochaine question. Y a-t-il encore des recrutements dans les secteurs de la culture et de l'audiovisuel avec le Covid? Alors, oui.
Nous, d'ailleurs, on a 2 postes ouverts actuellement parce qu'on sait très bien que cette crise, elle ne va pas durer. Oui. On espère bien que d'ici ce printemps ou cet été, on va pouvoir redémarrer. Et on sait aussi qu'il y a toujours un effet après-crise où il y a toujours une belle dynamique qui se crée. Et nous, on est prêt à ça. Et donc, oui, il y a toujours des recrutements. Alors, effectivement, c'est peut-être un peu moins rapide, c'est peut-être moins immédiat, mais c'est un secteur qui reste très dynamique, oui. Oui. Faut-il avoir une spécialité scientifique pour faire un BTS audiovisuel? Alors oui, disons, c'est beaucoup mieux effectivement, parce que nous les techniques qu'on utilise sont basées sur le numérique, sur l'électricité, sur l'électronique, et donc effectivement avoir en tout cas une appétence pour les sciences, ça facilite quand même grandement, je dirais, l'approche et les études. Voilà. Beaucoup de techniques aussi. Quelle formation pour devenir décorateur de théâtre et de cinéma? Alors, il y a aussi voilà, des voies un petit peu royales là-dedans. Donc, l'ENSAT, que je citais tout à l'heure, c'est vraiment une école qui prépare vraiment à ça. Et en fait, les écoles de théâtre, d'art dramatique, ont parfois, il faut se renseigner là-dessus, ont souvent donc des options complémentaires dédiées à ces métiers de la décoration ou même du maquillage, du costume et du décor et de tout ça. Donc, voilà, il faut un petit peu chercher dans les écoles de théâtre. Et puis, il y a également à la faculté des maîtrises, enfin pardon, plus des maîtrises maintenant, je suis un petit peu des masters, des masters, etc. qui, par exemple, art du spectacle à Strasbourg, c'est un master très complet qui vous apprend énormément de choses et même vous faites un peu de pratique aussi artistique. Voilà. Quel cursus pour être ingénieur du son? Alors, le cursus. Il y a deux diplômes qui, je dirais, sont les plus courants. C'est soit le BTS audiovisuel ou soit le DMA. Mais après, il y a aussi des écoles un peu plus prestigieuses comme l'INA ou le CFPTS. Mais pour être ingénieur du son, il y a vraiment différentes qualités à avoir. Déjà, il faut avoir une sensibilité pour la musique. Être musicien, ça peut être un atout, c'est pas une obligation, mais en tout cas, ça peut être un vrai atout. Et puis, c'est aussi un parcours. Souvent, dans notre métier, on démarre en poussant des caisses. Après, on évolue en tant que technicien son de plateau, où on branche les micros sur le plateau. Et puis après, tout d'un coup, on nous confie la console retour. Et après, un jour, la console face. Donc, c'est un vrai parcours qui se fait par étapes. Et moi, ce que je peux aussi conseiller en fait, aux jeunes qui ont envie de devenir ingénieur du son, c'est également de pouvoir, je dirais, se faire une expérience en mixant des petits groupes amateurs, en participant à des radios amateurs. Tout ça, ça fait déjà une vraie expérience. Ça crée aussi un réseau. Ça crédibilise aussi, je dirais, l'approche technique, parce que nous, en tant que prestataire, quand on souhaite embaucher un ingénieur du son, eh bien, on a envie qu'il ait un peu d'expérience. On ne lui donne pas les manettes dès la première fois. Et je crois qu'il faut aussi préciser qu'un ingénieur du son, il y a vraiment plusieurs filières qui existent. On peut avoir l'ingénieur du son live pour les concerts, mais on peut aussi avoir l'ingénieur du son studio. Donc celui-là qui va faire des mix pour des CD ou des titres. Voilà, l'ingénieur du son également pour l'audiovisuel, les plateaux télé, c'est encore autre chose. Donc il y a vraiment différentes typologies aussi d'ingénieurs du son. Voilà. Des questions, on en a plein et vous aussi, on les voit arriver. Eh bien, si vous venez de nous rejoindre et vous ne savez pas comment poser des questions à nos intervenants, c'est très simple. Rendez-vous sur la page Facebook M2A. Nos modérateurs sont là, prennent vos questions et on y répond. Pour qui sera la question suivante? Y a-t-il des BPGEPS en alternance, oui, pour travailler avec des personnes handicapées? Ça, c'est pour Élise. Oui, effectivement. Donc, on rappelle ce que c'est un BPGEPS? Alors, un BPGEPS, ouais. C'est un diplôme du ministère en charge de la jeunesse et des sports. BPGEPS signifie brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Voilà. Il y a deux grandes spécialités de BPGEPS, les BPGEPS éducateurs sportifs et les BPGEPS animateurs. Sur chacune de ces spécialités, il y a des mentions différentes. Sur un BPGEPS animateur, vous avez une mention animation sociale qui permet effectivement d'être animateur auprès d'un public en situation de handicap.
au niveau du BPGEPS éducateur sportif, vous avez un BPGEPS en activité physique pour tous qui permet d'encadrer tout type de public et qui a cette coloration sport-santé également. Après, il faut aller chercher des compléments de formation au BPGEPS avec notamment un certificat de spécialisation sur le handicap qui permet de se spécialiser. Après, vous avez aussi sur la filière universitaire tout le cursus en activité physique adaptée et de santé, donc à des niveaux licence, master et aussi sur un DUST en bac plus 2 à l'université pour encadrer le sport auprès de publics en situation de handicap. On peut illustrer peut-être avec des métiers sur lesquels peuvent déboucher ces formations concrètement ? Alors oui, vous avez les enseignants en activité physique adaptée et de santé. On peut trouver par exemple sur Mulhouse ce type de profil au sein du CRM, du Centre de réadaptation de Mulhouse. Vous avez aussi des éducateurs sportifs qui interviennent dans des IME, dans des structures qui accueillent du public en situation de handicap. Voilà. Comme ça, vous savez tout. Comment devenir organisateur de projets et d'événements artistiques? Qui a envie de répondre? Clémentine, peut-être Jérôme, les deux. Un bras de fer, chacun son tour. C'est vrai que c'est pas tout à fait le même axe. C'est pas pareil, Ouais. oui, mais Ouais. alors moi quand j'entends événements artistiques, je vais prêcher pour ma paroisse, donc je vais penser aux projets artistiques que l'on peut monter pour mettre en lien donc les artistes avec les publics. Et là, ma formation, par exemple, en est un bon exemple, c'est de la médiation culturelle. Donc la médiation culturelle, c'est quelque chose que vous pouvez faire à la faculté, c'est ce que j'ai fait à Paris, mais il y en a dans toutes les grandes villes de France. Vraiment, c'est une formation, une filière qui s'est beaucoup développée justement il y a au moins une bonne vingtaine d'années, parce que la nécessité justement de mieux faire comprendre les œuvres d'art et les spectacles au public, c'est ressenti. Donc la médiation culturelle permet de monter des projets artistiques, mais dans mon métier, par exemple, on accompagne aussi des spectacles hors les murs, des petites formes qui jouent dans des établissements scolaires, dans des milieux hospitaliers. C'est un métier dans lequel on bouge beaucoup, et c'est vrai que voilà, on est en quelque sorte organisateur d'événements artistiques. Les off. Alors moi, je vais peut-être répondre sur un autre axe. Clémentine, toi, tu as parlé de l'aspect culturel, et moi, je vais un peu plus m'attarder sur l'aspect événementiel, organisateur d'événements, parce que c'est un petit peu différent. Là, on va parler d'agence événementielle ou de producteurs d'événements. Donc là, il n'y a pas, je dirais, une filière royale pour arriver vers ce type de poste. Souvent, c'est des gens qui viennent de la communication. Il y a parfois des spécialités dans des écoles de communication, des spécialités événementielles. Et puis souvent, je dirais que l'expérience et le savoir-faire se construit à travers un parcours de stage, un parcours, une carrière à travers différentes entreprises spécialisées. Souvent, des grandes agences de publicité ont des branches, je dirais, dédiées à l'événementiel. Et ainsi, on peut se créer une expérience, un réseau, et après devenir organisateur d'événements. Là, on a parlé beaucoup d'agences événementielles, mais il y a aussi un autre grand employeur, je dirais, au niveau événementiel, c'est les collectivités publiques, qui sont aujourd'hui des grands animateurs du territoire. Ça fait partie de leur mission, et il y a beaucoup de services qu'on appelle soit fêtes et manifestations ou services culturels qui, eux, organisent beaucoup d'événements. On peut également parler, je dirais, des lieux de congrès ou des lieux d'exposition, où là, c'est encore une autre forme d'événements qui existent, les parcs expo, comme le parc expo qui nous accueille aujourd'hui. Et je crois qu'on a fait à peu près le tour. Ouais, tout à fait. Voilà. Quelle est la prochaine question? Alors, dans quelle entreprise puis-je faire mon stage de 3e pour être technicien du son? Je pense que c'est un appel du pied, Jérôme. Donc, oui, alors, moi, je représente l'entreprise TSE, qui est donc à Absheim, voilà, au sud de Mulhouse. Nous, on accueille bien volontiers tous les stagiaires. On a besoin d'avoir des vocations, et donc il n'y a pas de souci. Mais il existe encore d'autres entreprises, je dirais, à Mulhouse ou dans le reste de l'Alsace.
voilà, Internet est un bon ami pour les trouver. Et à la filature, je précise qu'on a aussi souvent des accueils de stage de 3e et le service technique à la filature se rapproche beaucoup de ce que vous faites vous. Et c'est vrai qu'on a parfois des stagiaires aussi. Le Noumatrouf peut-être aussi, qui est une belle salle. Et puis plus globalement, je dirais toutes les salles de spectacle de l'agglomération. On a la chance d'avoir une agglomération qui a vraiment beaucoup de salles de spectacle, donc il ne faut pas hésiter. Voilà. Après, il y a aussi peut-être un autre aspect qui est technicien son, il y a les radios aussi. Oui. Donc là, c'est un peu encore un autre esprit. Et peut-être aussi les studios. Voilà. Mais ça dépend vers quoi on se dirige. Mais je crois que quand on aime le son, c'est bien de pouvoir un petit peu goûter à tout. Et rapidement, on se fait une idée de qu'est-ce qu'on aime et qu'est-ce qu'on préfère, et puis l'un souvent complémentaire de l'autre. Quelle spécialité pour entrer en STAPS? Alors, les enseignements de spécialité qui sont intéressants pour pouvoir intégrer la filière STAPS, ça va être tout ce qui est sciences biologiques, puisque en STAPS, on va faire beaucoup d'anatomie, de physiologie. Donc les sciences biologiques sont importantes, et puis après tout ce qui permet aussi de continuer à exercer le côté rédactionnel, parce que on fait beaucoup de sciences humaines également en STAPS, l'histoire du sport, la sociologie du sport, la psychologie liée au sport, donc tout ce qui est sciences économiques, etc., sciences humaines, ce sont des enseignements de spécialité qui sont utiles quand on envisage d'entrer en STAPS. Merci Élise. Vous avez peut-être plein de questions à poser à nos intervenants, vous ne savez pas comment faire. Bien, c'est très simple, si vous n'y êtes pas encore, rendez-vous sur la page Facebook M2A. Vous mettez vos questions, nos modérateurs nous les diffusent là, en direct, et on y répond. Alors moi, j'avais une question pour Emmanuel. C'est important d'avoir fait des études en art, finalement, avant votre parcours dans les associations? En fait, ça dépend du profil de la personne ou de l'artiste. En fait, en tout cas, en ce qui me concerne, pour moi, ça a été important. En tout cas, d'avoir une vision un petit peu plus large sur le panorama artistique, etc. Donc, la formation initiale de base, pour moi, elle était très importante, et ça appuie aussi une position, ou en tout cas, ça légitime ce métier-là. En tout cas, en ce qui me concerne. Après, il n'y a pas de, Qu'est-ce que vous aviez fait? C'était après le bac? Oui, après le bac, donc j'ai fait un bac option art plastique, et ensuite je me suis orienté vers l'université, où j'ai pu suivre un master en art plastique, et justement ce que je disais, c'est que finalement il y a toutes les configurations qui peuvent être possibles, notamment en art. C'est pas non plus une nécessité, mais en tout cas pour moi c'était très important de suivre tout un parcours, et d'avoir une ouverture aussi sur ce qui est possible de faire, ce qui est sur l'histoire de l'art, sur les pratiques artistiques, etc. Donc pour moi, c'était assez fondamental. Oui, d'acquérir les techniques. Alors, les questions arrivent. Peut-on utiliser YouTube pour devenir un artiste? Eh bien oui, ça fait partie... Ça suffit peut-être pas, mais c'est... Ça suffit peut-être pas, mais en tout cas, oui, c'est possible. Ou bien, tous les choix sont possibles. En tout cas, il y a des artistes qui refusent tous les réseaux, etc. Donc, c'est pas non plus une nécessité. Après, je connais quelques artistes qui utilisent aussi ce média-là. C'est important, c'est possible. Ça dépend aussi pour... qu'est-ce qu'on souhaite en faire, en fait, quel message on veut transmettre et quel médium on utilise. Mais en tout cas, c'est possible. Certains artistes l'utilisent, d'autres non. Ça dépend en fait aussi beaucoup du tempérament, de ce qu'on souhaite dire et ce qu'on souhaite faire. Et le public qu'on vise, est-ce qu'on vise un public? Est-ce qu'on pense à ceux qui vont rencontrer son art, Ouais. Oui, utiliser YouTube pour présenter son travail à un public, ça peut être un chemin. Je pense qu'en tout cas, c'est pas le seul. En fait, il y a la rencontre qui est clairement physique aussi, avec un objet artistique, avec un tableau, avec un dessin, etc. Il faut cette rencontre-là. Il faut voir de près. Il faut pouvoir, à la limite, pouvoir toucher un objet, etc. Il y a aussi cette rencontre qui est sensuelle ou sensible, en tout cas avec l'objet d'art. Donc finalement, tout ce qui est YouTube ou objet numérique, etc., ça peut être un palliatif, ou en tout cas ça peut être un apéritif, mais en tout cas après il faut la rencontre physique et la rencontre réelle, en tout cas pour moi. Ouais. Faut-il faire BTS système numérique pour travailler dans l'audiovisuel?
Alors non, c'est pas nécessaire, ça peut aider, ça peut être un début, mais généralement, voilà, je dirais que le BTS audiovisuel est quand même plus adapté pour pouvoir travailler dans les métiers de l'audiovisuel. Maintenant, quand on a une base, je dirais, technique, comme effectivement des BTS de ce type-là, des passerelles peuvent exister, où nous, en tant qu'employeur, on peut quand même se montrer, je dirais, intéressé par cette candidature. Mais en tout cas, les voies les plus adaptées, c'est quand même effectivement soit BTS audiovisuel, soit DMA. En alternance? Alors, ça existe, oui. Voilà, il y a le CFPTS à Paris qui fait de l'alternance, c'est un centre d'apprentissage. Il en existe d'autres en fait ailleurs en France, mais c'est encore pas assez développé à notre goût. Ça tend à l'être en tout cas, quoi. Il faut savoir que les formations dans notre secteur sont quand même relativement récentes. On a un métier jeune, hein, on a un métier qui est né dans les années 80. Et ça fait que quelques temps que vraiment la filière commence vraiment à s'organiser à ce niveau-là. Quelles études pour être caméraman? Alors là, bon, caméraman, c'est très proche de la photo, c'est très proche de l'audiovisuel, donc encore une fois le BTS audiovisuel, mais je crois que bon, caméraman, ça peut aussi être une forme d'expérience, une forme de pratique. Dans notre secteur, il y a encore la chance de pouvoir, je dirais, démarrer sans forcément avoir un diplôme. C'est beaucoup plus difficile, c'est parfois beaucoup plus long. Après, moi, j'incite toujours les jeunes à faire leur propre expérience. Aujourd'hui, la technologie est devenue relativement accessible. Donc aujourd'hui, avoir une caméra chez soi, un banc de montage, avoir un home studio pour le son, c'est vraiment des bonnes options pour commencer à se faire la main, commencer à pratiquer et se créer une forme de crédibilité par rapport à ses futurs employeurs. Quelle différence entre CP et BPGEPS? Le CP, c'est quoi? Alors, il existe aussi un CPGEPS, un certificat professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. En fait, ce sont deux niveaux de diplôme différents. Le CPGEPS est un diplôme de niveau 3, donc de niveau CAP, BEP. Le BPGEPS est un diplôme de niveau 4, donc de niveau bac. Voilà. Au niveau des responsabilités, quelqu'un avec un BPGEPS aura plus de responsabilités, notamment par rapport aux projets pédagogiques, etc. Le CPGEPS, c'est plus un animateur de vie quotidienne. Voilà la différence entre le CPGEPS et le BPGEPS. Voilà. Et le CPGEPS ne permet pas d'encadrer, d'être rémunéré pour encadrer la pratique sportive. Le CPGEPS est vraiment lié à l'animation. Il n'y a pas de diplôme de niveau 3 dans le secteur du sport. D'accord. Oui, c'est important. Faut-il être bon en sport pour se diriger vers un métier sportif? Alors, il faut être pratiquant sportif, il faut pratiquer le sport. Quelqu'un qui veut devenir éducateur sportif et qui ne pratique pas le sport, ça semble assez incohérent. Mais il n'est pas nécessaire d'être sportif de haut niveau. Pour encadrer la pratique sportive, il faut être polyvalent dans le secteur du sport, surtout si on veut encadrer différents types de pratiques sportives. On peut être un bon éducateur sportif sans être un sportif de haut niveau. Oui. Il faut être capable et comprendre qu'on ne le pratiquera pas forcément au quotidien. Il faut arriver à le transmettre en fait. Oui, c'est ça. On encadre la pratique sportive. Le quotidien de l'éducateur sportif n'est pas de pratiquer lui-même le sport. Voilà. Alors des questions qui arrivent, il y en a encore plein. Vous avez encore un peu de temps pour les poser, les vôtres, c'est possible. Rendez-vous sur la page Facebook M2A et on y répond. Pour qui sera la prochaine? Y a-t-il encore des recrutements dans les secteurs de la culture et de l'audiovisuel avec le Covid? On a déjà un peu répondu à la question. Effectivement, le live sera visible en vidéo à la demande. Mais la réponse est oui. Elle est un peu au ralenti, mais
les recrutements se font toujours Je peux encore. compléter juste dans la culture éventuellement. Dans la culture, pourquoi alors, pas juste soyons, la culture, oui, soyons pour fous. vous rassurer, il y a beaucoup d'annonces en ce moment qui tournent pour travailler dans les théâtres. Donc c'est un secteur que l'on peut imaginer un petit peu bouché, mais pas vraiment en fait. Il y a beaucoup de turnover parce que ce sont des métiers qui sont aussi avec des contraintes horaires quotidiennes un petit peu lourdes. Et donc aussi, quand on est dans le milieu culturel, on aime aussi changer de théâtre, changer de direction, de ligne artistique, voir du pays, voyager en France et peut-être à l'étranger. Donc dans les théâtres, on recrute quand même régulièrement, et à la filature, on n'a pas eu moins de 4 ou 5 ou 6 recrutements cette dernière année, malgré la Covid. Voilà. Puis je crois qu'il faut préciser encore une fois que voilà, la crise elle va se terminer dans les mois qui viennent et qu'on croit fortement à un fort rebond et qu'on va du coup avoir besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Donc oui, postuler. Les entretiens à l'entrée des écoles d'art sont-ils maintenus? Sont-ils maintenus à cause de la Covid? C'est ça. Là, je ne pourrais pas y répondre. Je pense, oui, qu'il y a toujours encore des entretiens, etc. C'est sur sélection, oui, en fait, et je pense qu'il y aura toujours encore des entretiens. Après, avec la situation sanitaire, je ne sais pas comment ils sont réalisés actuellement. Et les conseils que vous donneriez pour les réussir, ces entretiens, ce serait quoi? Les conseils pour réussir un entretien, être convaincu de ce qu'on fait, de son art, de sa pratique, être totalement convaincu et puis essayer de voir aussi des perspectives d'évolution avec son travail, quelles sont les possibilités d'évolution d'une pratique, etc. Donc être convaincu et puis les perspectives. On peut avoir un message dès le départ à faire passer, oui. Le message ne vient pas au fur et à mesure des années d'expérience. Quand on veut se lancer? Quand on veut se lancer, je pense qu'on peut, quand on est jeune, quand on sort du bac option art plastique, on a envie aussi, on a cette envie, on a des messages, on a tout son vécu, etc., sa jeunesse qui veut faire passer quelque chose, etc. En ce qui me concerne, moi je suis arrivé assez tard dans le champ artistique et dans le champ culturel, et du coup le message que moi je développe actuellement, il s'est construit avec les années, avec mon engagement aussi qui peut être plus ou moins orienté vers l'écologie, etc. Du coup c'est les années et c'est toutes les expériences passées qui construisent un petit peu le discours, ou en tout cas qui construisent le schéma dans lequel j'ai envie de m'inscrire. Alors, faut-il être doué en dessin ou en peinture pour faire des études d'art? Oui, je pense qu'il faut maîtriser un petit peu le dessin, etc. Par contre, c'est pas non plus un médium qui est prioritaire en fait. Actuellement, en fait, il existe d'autres médiums dans lesquels l'artiste peut aussi explorer ses points de vue, etc. Il y a l'audiovisuel, la vidéo, il y a la performance, il y a le théâtre, il y a énormément de médiums qui sont possibles. Donc a priori, oui, il faut quand même un minimum savoir dessiner. Par contre, après, le plus important aussi, c'est le message et puis de conceptualiser aussi un propos, en fait. Et du coup, beaucoup de choses peuvent être faites en dehors du dessin aussi. Voilà. Comment se reconvertir dans l'audiovisuel quand on vient d'un autre secteur? Alors, comment se reconvertir? Alors, dans l'audiovisuel, il y a beaucoup de formations, je dirais, courtes, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 2 semaines. Donc, il y a vraiment des possibilités qui existent. Et je dirais que quand on vient d'un autre secteur, le mieux, c'est de commencer par la petite porte. L'audiovisuel embauche beaucoup ce qu'on appelle de rodis, donc c'est des manutentionnaires, c'est des gens qui viennent pour monter en fait le matériel, pousser les caisses en quelque sorte. Donc on peut commencer par ces postes-là qui nécessitent en fait peu de qualification. Et en parallèle, se former. Il existe aujourd'hui des dispositifs grâce au CPF ou grâce au moment où on devient intermittent du spectacle, il y a des fonds dédiés spéciaux qui permettent vraiment de se spécialiser après sur une technique ou une autre. Et souvent les
les salles ou les prestataires qui accueillent en fait des personnes qui démarrent sont tout à fait, je dirais, volontaires dans la formation. Il y a vraiment cette idée de corporation en fait dans notre métier, c'est-à-dire que les techniciens seniors forment beaucoup les jeunes, et puis souvent on laisse le matériel à disposition pour que les personnes puissent apprendre de par elles-mêmes, s'exercer en dehors des événements ou des spectacles qu'on peut faire. Voilà, une grande famille, et malheureusement, il va être l'heure de se quitter. Voilà, ce live consacré au métier de l'art, du spectacle, du sport et de la culture touche à sa fin. Merci à tous les quatre d'être venus parler avec tant de passion et d'honnêteté sur vos différents métiers. Merci à vous d'avoir été aussi nombreux. Merci pour vos questions. Merci à nos partenaires. Et donc, je vous le disais, bonne nouvelle, ce live, vous allez pouvoir le revoir à volonté en vidéo à la demande. Où ça? Eh bien, sur le site de M2A. Et puis, on ne vous le dira jamais assez. Le plus important, c'est de prendre du plaisir dans vos études, dans votre travail. Vous avez le droit de vous tromper, mais l'essentiel, c'est de vous en servir pour continuer à avancer. On pense bien fort à vous. Bon courage, prenez soin de vous. Salut!